revanche, ce que j'ai adoré, évidemment, c'est l'année. C'était vraiment très chouette, mais j'ai essayé de faire au mieux. C'était un grand moment. Il était acquitté. Bon, c'était un moment très très fort. Que j'oublierai jamais, hein. Vous pensez quand même que la parole peut être un moyen de justement lutter contre ces inégalités? Évidemment, la parole, elle sert à dénoncer, elle sert à changer le monde, elle sert à proposer. J'essaye d'être intelligible. En fait, mon obsession, c'est vraiment que l'on me comprenne. Bonjour Maître Perrier, Bonjour monsieur. comment allez-vous? Moi ça va très bien, je vous reçois donc c'est un plaisir et puis je sais que vous venez de la part de Marc Bonan que vous avez interviewé il y a quelques mois et donc bien évidemment je suis un peu aussi honteux d'emprunter son chemin Mais parce pas que du c'est tout. mon maître, donc je lui dois tout et donc évidemment c'est une recommandation qui était imparable pour vous. Eh bien, merci beaucoup de nous recevoir. Moi je vous en prie, j'imagine que mon cabinet est moins luxueux que le sien mais c'est normal. Vous avez un très beau cabinet, dans un très bel quartier. C'est très beau, c'est beau ici Genève, Oui, c'est bien aussi. c'est sympa. C'est bien aussi, vous êtes trop jeune pour en saisir tous les bénéfices. Oui, ça oui. Je vais vous présenter rapidement. Si vous voulez. Vous êtes avocat donc au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Oui, Vous avez participé au documentaire à voix haute oui. sur Eloquentia. Vous êtes formateur en prise de parole. Mhm. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages Mhm. sur la prise de parole, Mhm. dont on a quelques exemplaires. Bah oui. Sur le bout de la langue, la parole est un sport de combat. Mhm. Vous en avez publié un justement très récemment, les 25 discours de votre vie. Oui. Et donc voilà, vous partagez votre vie d'avocat et votre métier finalement d'écrivain. Ouais, c'est pas vraiment un métier pour moi, j'ai pas une ambition littéraire, c'est simplement de mettre à la disposition du plus grand nombre le cours que je fais ici ou là. Mais j'ai pas du tout d'ambition d'écriture, enfin aucun des livres, d'ailleurs j'en suis bien incapable, je suis pas du tout un théoricien non plus de l'art oratoire, ni un romancier, j'ai aucune imagination narrative. Simplement, on m'a proposé d'écrire des livres, et donc je l'ai fait volontiers parce que ça me permettait de toucher un plus large public, c'est surtout ça. Vous appréciez la pratique de l'écriture ou pas? Oui, j'aime bien. J'aime bien, c'était quelque chose que je faisais uniquement à titre professionnel, puisque évidemment, on écrit beaucoup plus qu'on ne parle, notamment dans le métier d'avocat au conseil. Donc, l'idée d'écrire me plaît déjà au sens de la précision de la langue, de la formulation d'un argument. Donc ça, j'aimais bien ça. Après, à partir du moment où on aime la prise de parole en public et qu'on aime la transmettre, l'idée d'écrire au mieux pour que ce soit intelligible, clair, c'est très agréable. Et puis, il y a toute une série d'autres rencontres qui sont permises par l'écriture qui m'étaient totalement inconnues jusque-là, les salons du livre, les émissions littéraires, la petite communauté des écrivains dont je fais partie de façon très marginale, mais c'est assez agréable, je découvre une cohorte comme ça d'auteurs qui se connaissent, le monde de l'édition aussi, c'est quelque chose qui m'était totalement inconnu, et c'est assez amusant, c'est pas du tout un métier, mais c'est un hobby qui est assez agréable, parce que ça me permet de découvrir un pan de la société que j'ignorais absolument. Et vous continuerez à écrire ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas, il faut que les éditeurs le proposent, il faut qu'une idée surgisse. J'ai beaucoup écrit, hein, tout de même, donc je sais pas, on verra. Oui, à chaque fois, il y a un thème qui est différent. Oui, Vous avez bon, fait c'est des toujours des entretiens. variations sur un même thème, C'est tout de vrai, même, c'est hein. sur la parole. Mm. Mais par exemple, l'éloquence est un sport de combat, se veut plutôt comme un manuel, ou en tout cas à... Ouais, enfin, chacun a sa petite identité. Il y en a qui sont. D'abord, j'ai écrit aussi des livres pour les enfants. J'ai fait une boîte de jeux. J'ai écrit des livres aussi collectifs. J'ai écrit un livre d'entretien avec un prêtre. Donc voilà, il y a plusieurs types. Ouais, c'est toujours autour du thème de la parole. Il y en a qui sont plus ou moins didactiques. Il y en a qui sont plus ou moins littéraires au sens où il y en a qui ont aussi une dimension historique. Enfin voilà, chacun a effectivement sa petite couleur. Mais c'est toujours sur le seul thème sur lequel on me sollicite, qui est la parole, hein. Sinon, j'ai écrit un article de droit. Pour la première fois dans les mélanges consacrés à Denis Mazot, qui est un immense professeur de droit que j'aime beaucoup et qui a été honoré par l'attribution de mélange, comme tous les grands professeurs. Et j'ai eu la joie d'écrire dans les mélanges de Denis Mazot, mais sinon, j'ai aucune contribution juridique. Et sur quel thème? Alors, en réalité, avec Denis, quand il était encore professeur, on a fait beaucoup de bêtises sur l'art oratoire. On a fait des soirées de joutes oratoires, notamment à Paris 2, et on aimait beaucoup ça à l'époque, lui comme moi. Et du coup, j'avais proposé à Thierry Revet, qui pilotait les mélanges, d'écrire un article qui s'appelle donc « La doctrine fait-elle œuvre rhétorique ?»
Voilà, en quoi est-ce que les professeurs de droit contribuent à une rhétorique, se servent des outils de la rhétorique et illustrent par leur enseignement et nourrissent la rhétorique. Donc, voilà, c'était aussi, c'est un article qui n'aura aucune grande portée doctrinale, hein. C'était juste pour faire un clin d'œil à Denis que j'aime beaucoup et donc ça me faisait très très plaisir d'écrire pour lui. D'ailleurs, on retrouve des extraits où vous êtes dans un amphithéâtre de Paris 2 sur YouTube, sur un sujet qui doit être sommes-nous frappés par un désir sadomasochiste ou un jeu de mots avec Denis Mazo, et où il combat à l'épée, que je conseille à tout le monde d'aller voir. Non, non, Vous non, non, plaidez- non, 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 ne regardez pas ça, vous avez mieux à faire. Mais si, on le C'est- mettra c'est- en description de la vidéo. Et d'ailleurs, Vraiment des soirées qu'on regrette après. mais c'est bien qu'il y ait une trace, non? Vous aimez pas ça? Non, ce qui était amusant, c'est le moment, c'était l'amitié, c'était l'excitation, la joie de faire ça ensemble. Après, regarder ça ex post tout seul chez soi. Mais oui, mais que ce soit Non, Denis mais non. Mazo ou vous, vous transmettez quelque chose. Non, mais c'est une En plus, soirée, votre c'est parole, une elle est soirée, spontanée, non, mais c'est une elle est soirée pas qui faite se pour vit. être Soit vous filmée. êtes là et vous participez à la joie de la soirée, soit vous êtes un entomologiste et puis vous regardez ça tout seul chez vous en caressant votre chat. Enfin, Oui, mais je fais partie de ces gens ouais, qui d'accord, regardent bah, ça en caressant mon chat tout bah, seul, très bien. parce que c'est bon, et qu'il y a une portée esthétique à ce que vous faites, et que ça nous touche, ça nous donne envie de parler. Eh ben, tant mieux. Alors dans ce cas-là, ça a une vertu. Je retire ce que j'ai dit. Je me réjouis que YouTube fasse perdurer nos échanges avec Denis. Mais ce qui est important, c'est l'amitié. Je vais vous expliquer un peu l'objet de l'entretien, la Ouais. manière dont elle se divisera. Je trouvais intéressant de faire une fresque de votre vie, Rien que ça. mais en se concentrant du point de vue de la parole, Oui. et ensuite de recueillir votre opinion sur votre conception de la parole. Ça va être très décevant parce que j'en ai aucune. Très bien, et ben nous verrons ça. Et Ouais. ensuite, nous verrons où la parole nous mènera. Très bien. Alors, déjà, ma première question, alors, c'est peut-être ridicule parce que la réponse c'est quasiment toujours la même, mais est-ce que vous savez quels furent vos premiers mots? Alors pas du tout. Non. Non, je pense que ça devait être assez basique, hein. Non, j'ai pas vraiment de souvenirs de paroles quand j'étais gamin. Comme tous les gamins des années nés dans les années 70, bah, j'ai fait ce qu'on faisait, c'est-à-dire on faisait un concours de récitation un peu nul, on faisait une pièce de théâtre avec des papiers crépons, on faisait un exposé un peu poussif, voilà, mais j'ai pas de souvenir particulier, en tout cas de mots d'enfant. Non, pas plus que ça. Vous dites souvent en interview que vous étiez plutôt timide Oui, au collège et au lycée. ouais. Vous avez quand même un souvenir d'un discours peut-être? Comment est-ce que vous conceviez à l'époque le rapport avec la parole? Ah, mais il n'y avait aucune conception que je conçoive ce qui n'existe pas. Et donc je n'avais, enfin, j'ai fait, je vous dis, des travaux oraux. Enfin, j'ai passé le bac français à l'oral, comme tout le monde. Moi, j'en ai aucun souvenir. Et puis on faisait pas de discours, enfin, on faisait rien de tout ça. On faisait des copies de français et de mathématiques. Et puis c'est bien tout. Après, bah, à Sciences Po, on faisait des exposés. Enfin, c'était un peu aussi poussif. Euh, Après, il n'y avait pas d'enseignement de la prise de parole. Les premiers enseignements, c'était à l'école d'avocat. Ouais. Donc, mais avant, rien. Exactement. Donc vous faites Sciences Po, HEC, en parallèle vous faites des études de droit Ouais, à Paris 2. à Paris 2, exactement. Paris. Et ensuite vous êtes obligé de faire le concours des avocats à la Cour de cassation. Ouais. Donc pas la conférence du stage, c'est un autre concours. Et c'est votre premier vrai rapport avec la Alors, c'est parole. la conférence des avocats au conseil. Ouais. Oui, pour une raison simple. D'ailleurs, j'avais pas fait ça par goût, mais par obligation. C'est-à-dire que comme je voulais devenir avocat à la Cour de cassation, ça faisait partie des obligations. Donc, c'est obligatoire. On doit se présenter au moins 2 fois, sauf à l'avoir du premier coup, ce qui n'a pas été mon cas. Et j'ai passé ce concours parce que c'était l'une des conditions pour devenir avocat au conseil, de la même façon que passer les examens, aller au TD, faire des stages, etc. Et donc, il fallait passer ce concours d'éloquence qui existe toujours. Et donc, je l'ai passé par obligation, mais pas par choix. Et alors quel fut votre premier regard vis-à-vis de la parole? Comment est-ce que vous l'avez perçu quand vous êtes arrivé dans ce concours la première fois? Ah, c'était extrêmement formel parce qu'il fallait faire des plans apparents.
Et c'était une parole assez corsetée. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un guide, il fallait faire ça, il fallait pas faire ça, il fallait mettre une petite référence culturelle à tel moment, puis à tel autre moment. Bah, c'était très balisé. Donc, c'était pas très joyeux. Et puis, les sujets étaient des sujets de droit. Ouais. Donc, évidemment, ça limitait l'imagination. Bon, voilà, c'était une condition. Encore une fois, je devais le faire pour devenir avocat au conseil. Mon objectif, c'était pas de passer ce concours, c'était simplement de devenir avocat au conseil. Oui, parce que vous deviez replaider les affaires qui avaient été plaidées Oui, l'an passé à la Cour de cassation. absolument, ou au Ouais. Conseil d'État, et on fictivement replaidait ces affaires. À l'époque, je me souviens, c'était Chronopost. Ça vous dit à peu près l'époque lointaine à laquelle L'obligation essentielle. ça se situe. Merveilleux. Voilà. Et donc ensuite, vous allez faire la conférence du stage cette Oui, fois-ci. Donc pour expliquer elle s'appelait peut-être, encore comme ça. elle s'appelle plus comme ça? Ah non, parce qu'il n'y a plus de stage. Ah, Elle s'appelait la conférence du stage parce que les avocats étaient avocats stagiaires pendant 2 ans. Pendant 2 ans après la prestation de serment, on ne pouvait pas s'installer. Maintenant, on peut, mais à l'époque, on devait faire un stage auprès d'un avocat. C'était une collaboration en réalité. Mais pendant 2 ans, on ne pouvait pas s'installer. Et on pouvait avoir des clients perso et on pouvait travailler avec son patron. Mais on était stagiaire. Et il y avait un tableau particulier pour les stagiaires. Et au bout de 2 ans, on versait dans le grand tableau. Maintenant, c'est un tableau unique. Mais donc, la conférence ne s'appelle plus du stage puisqu'il n'y a plus de stage. Mais à l'époque, elle s'appelait la conférence du stage. et alors vous avez apprécié cette expérience plus que votre... Oui, oui, c'était rigolo. J'ai bien aimé. Alors, l'exercice, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sens. C'est des sujets absurdes, on dit des choses absurdes et les réponses n'ont pas beaucoup de portée. Donc, l'exercice, je le trouve assez limité. En revanche, ce que j'ai adoré, évidemment, c'est l'année de la conférence, hein. C'était une année absolument inoubliable de découverte de la défense pénale d'urgence, de découverte aussi de la représentation du barreau à l'étranger. Ça, c'était vraiment de découverte des comparutions immédiates, de découverte de la prison, enfin, de découverte de l'activité pénale, qui était quelque chose que je faisais pas du tout avant. Et ça a vraiment transformé mon univers. Donc, c'était vraiment une découverte. Et puis, on s'est très bien entendu avec mes camarades de promotion. Donc, vraiment, c'était une très, très belle année. Et c'est vraiment une année charnière pour moi. J'ai adoré cette année, à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Oui, vous avez été nommé 4e secrétaire de la conférence, Ouais. et donc vous organisiez les Berriers justement. Ouais. Et vous avez fait à ce moment-là la découverte de cet ouvrage. Oui, alors à ce moment-là, je découvre effectivement les remarques sur la parole de Jacques Charpentier. En réalité, à ce moment-là, c'est un ouvrage assez mystérieux, puisqu'il y en a un exemplaire dans tout Paris, qui est à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et les gens se le repassent sous le manteau et se le photocopient. Moi, c'est l'archiviste de l'ordre qui me le donne, en photocopie. Donc j'ai une photocopie des remarques sur la parole. Et je me dis, c'est vraiment un ouvrage absolument extraordinaire. Donc l'archiviste nous l'offre à nous 12. D'abord parce que Jacques Charpentier est un ancien bâtonnier de Paris, et puis évidemment parce que le thème est proche des préoccupations de la conférence. Donc on nous offre ce livre, mais encore une fois en photocopie. Je trouve vraiment ce livre totalement génial. Et j'essaie de le trouver, je m'aperçois qu'il est complètement introuvable. Il a été réédité au Canada, je crois, dans les années 70. Et il y en a un exemplaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ou la bibliothèque Sainte-Barbe, je ne sais plus, mais je crois que c'est à la BSG que les gamins se repassent sous le manteau. Il y avait même des gamins qui étaient complètement givrés et qui le réécrivaient et puis qui écrasaient le document Word pour que eux seuls puissent l'avoir. Enfin, ça a amené vraiment à des comportements déviants. Et indépendamment de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ressusciter ce livre, le mettre à la portée de tout le monde? Et la réponse était le faire rééditer. Donc on s'est rapproché de LGDJ avec Bruno Dondero, qui avait cette passion aussi pour les remarques sur la parole, qui était vraiment le trésor caché, en même temps que tout le monde connaissait, mais on se passait ça sous le manteau. Tu les as? Oui, je les ai. Et j'ai fini par en avoir un exemplaire. J'en ai un exemplaire original. Mais je l'ai longtemps cherché sur les bouquinistes et donc j'ai fini par en trouver un. Mais voilà, donc il est réédité au bénéfice d'une préface qui ne changera pas la face du monde. Mais l'intérêt, c'était justement qu'il puisse être réédité et lu par votre génération. Et on ne peut que en conseiller la lecture. Alors, on en conseille absolument. Fait la Alors, on en préface conseille la de lecture. Dondero. Oui, bien sûr. Modulo, évidemment, que ça a vieilli et parfois ça a mal vieilli. Mais vous le dites dans la préface. Oui, oui. Vous Mais, le faites dans l'avertissement. mais 99% de ce livre est encore de pleine actualité. Donc, vous êtes élu secrétaire de... Vous dites quand même que dans une interview
qu'une plaidoirie vous a marqué quand vous êtes arrivé à la conférence du stage. Dieu a-t-il besoin des anges? Alors c'est pas ça, c'est qu'en réalité, c'est un discours que j'avais bien aimé parce que, en fait, l'idée, c'est que, la conférence du stage des avocats au conseil et la conférence du stage des avocats à la cour avaient un lien. Donc, les promotions faisaient un dîner, on s'invitait les uns les autres à notre concours et donc, les secrétaires de la conférence des avocats au barreau, avaient invité, les secrétaires de la conférence des avocats au conseil, parce que j'étais à ce moment-là, à voir le 3e tour, du concours. C'est la première fois que j'allais au concours de la conférence, du stage du barreau de Paris et j'avais entendu un discours sur Dieu a-t-il besoin des anges et j'avais trouvé ce discours, vraiment formidable et m'avait un peu à la fois ébloui et je me disais j'y arriverai jamais et puis d'un autre côté je m'étais dit bah quand même après tout qu'est-ce que je risque à m'inscrire et donc je me suis inscrit quelques mois plus tard pour passer le concours. Et donc la première fois que vous avez plaidé à la conférence du stage, vous Non, avez j'ai pas pris du plaidé, plaisir? on Enfin, plaide pas. plaidé, pardon. Non, on plaide pas. Que vous avez fait un discours. Ouais, j'ai pris la parole si vous voulez. Quel souvenir en avez-vous? À la conférence du stage du barreau de Paris, Ouais. enfin, j'en ai pas vraiment de souvenir. J'avais un sujet vraiment. En fait, il y a des sujets toutes les semaines. Donc l'idée, c'est qu'il y a des séances hebdomadaires. Et d'une semaine sur l'autre, bah, on vous donne les sujets pour dans 15 jours. Et donc vous pouvez vous inscrire. Et il y avait un sujet que j'avais beaucoup aimé et que finalement je n'ai pas pris. Mais j'avais fait une première tentative. C'était peut-on retrouver un ami d'enfance? C'est un très beau sujet. Ouais. J'avais essayé. Bon, j'étais pas allé au bout. Et puis évidemment, il faut passer la conférence entre janvier et juin parce que c'est le premier tour. Et juin arrivait, et donc j'avais plus trop de. J'étais un peu dans la seringue pour le passer, sinon il faut attendre un an. Et donc j'ai vu passer ce sujet qui était faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels? Et bon, voilà, un peu parce que j'étais en dernière limite pour le passer, j'ai dû le passer en juin ou en mai. Et donc, voilà, il fallait que je le passe, sinon ça me retardait d'un an. Et puis je voulais le passer à ce moment-là. Et donc j'en garde un souvenir, j'en garde aucun souvenir. Ouais, Ouais. j'en garde aucun. Vous avez quand même gardé les écrits ou pas du tout? Ouais, je crois qu'ils sont quelque part. Ouais. Donc vous organisez des berriers. Ouais. Vous préfériez le concours en lui-même ou les berriers? Ah, la Perrier. Ouais. Bah oui, parce que c'est drôle, il n'y a pas d'enjeu, il y a des vedettes qui sont invitées pour présider au débat, et puis il peut se passer tout et n'importe quoi. Ouais, c'est un exercice complètement absurde qui n'a aucun sens, mais on s'est beaucoup amusé. Et puis il y a une adrénaline de la Berrier, on se met en danger parce qu'on est en situation d'improvisation, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a des moments de grâce, il y a des moments de faillite, enfin il y a des Berriers incroyables, il y a des Berriers absolument nullissimes, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc j'aimais beaucoup. Et j'aime toujours l'exercice de la Berrier, j'y vais plus, mais enfin quand on me demande de faire la contre-critique, j'y vais, mais j'y vais plus du tout. Mais j'en garde vraiment un souvenir vraiment très très attendri. Et parce que aussi, c'est pas si bête que ça en a l'air. Parce que cette capacité à résister au stress, à improviser, à répondre dans l'instant, c'est aussi quelque chose qui sert à l'audience. Malgré tout, cet exercice qui apparaît complètement idiot, ce qu'il est par ailleurs, a aussi un sens. D'abord, bon, évidemment, c'est une récréation pour les avocats. Les avocats, toute la journée, parlent de choses sérieuses et la conférence Berrier leur permet, le soir venu, de décompresser comme une sorte de soupape de sécurité. Donc, ça a aussi un intérêt ludique. Mais, malgré tout, j'en ai tiré, pour moi, je pense, quand même aussi une plus grande aisance peut-être dans la joute de l'audience. Donc ça contribue quand même à la formation des secrétaires de la conférence. Oui, c'est plus spontané. C'est d'ailleurs un exercice assez dur. On est allé voir un ami qui est allé se faire cuire par les 12 secrétaires de la conférence la dernière fois. Oh, bah, ça, il sait à quoi s'attendre. Ah, ben bien sûr, d'accord. Bon, bah, donc. Pour expliquer quand même ce qu'est une Berrier, dans une Berrier, il y a les 12 secrétaires de la conférence qui ont été nommés l'année précédente, qui vont faire la critique de 2 personnes qui font une plaidoirie. Non, Et- ils ne font pas de plaidoirie, toujours Enfin, pas de plaidoirie, pardon. Non, ils prennent la parole. Qui prennent la parole. Et ensuite, vous avez 2 personnes qui font une contre-critique pour pouvoir défendre les 2 Ah, personnes. 2 ou une. 2 ou une. Et puis il y a l'invité quand même qui est en l'invité. majesté, qui est portraituré de façon injuste et méchante, qui aussi attire le public. Hein. C'est quand même la Berrier, c'est aussi autour d'un invité qui est l'image de marque. Et donc on a des invités mythiques, évidemment Salvador Dali, évidemment Serge Gainsbourg. Donc il y a plein d'invités qui ont magnifié la conférence Berrier. Et puis il y a effectivement une ou deux contre-critiques à la fin. Ça c'est un exercice qui est difficile pour le coup.
maintenant je le fais de temps en temps. C'est vraiment dur. Mais c'est rigolo. Et puis, la réalité, c'est qu'on risque rien, que ça sert à rien, que ça fait juste rire les jeunes gens que vous êtes, et que pour nous, c'est un bon moment de paroles légères, de paroles libres aussi. On dit des choses à la Berrier qu'on dirait jamais à l'extérieur, qui seraient même peut-être pénalement sanctionnées à l'extérieur. Donc, la Berrier, c'est vraiment une fête de la parole libre. Il y a aussi un peu une esthétique de la cruauté, donc chacun... Et puis, ce qui est bien aussi dans la Berrier, c'est que chacun a un rôle, et personne ne pense ce qu'il dit. C'est ça qui est très agréable aussi, c'est que les deux victimes expiatoires sont là pour être des victimes expiatoires, les secrétaires sont là pour trouver ça nul et méchant, donc ils trouvent ça nul et méchant, mais par pure obligation. L'invité est là pour s'étonner de tout ce qui se passe et dire à quel point tout ça est fou. La contre-critique est là pour trouver les secrétaires nuls, donc elle les trouve nuls, alors même que peut-être ils sont hyper forts. Et donc tout le monde joue un rôle, voilà. Et on ira boire des bières après. Et vous racontez un épisode dans un de vos livres assez touchant où vous avez organisé une Berrier en prison. Ah oui, alors ça c'était très joli. On a organisé, c'est pas moi, c'est pas ma promotion, c'est 4 ou 5 ans après, ils avaient organisé une Berrier à la maison d'arrêt de Nanterre. Et je crois que je faisais la contre-critique. Et c'était drôle parce que, évidemment, les deux victimes expiatoires n'étaient pas des prisonniers, je vous rassure, c'était d'anciens secrétaires. Et donc, ils s'étaient prêtés au jeu de redevenir candidats. Et il y avait donc quelques secrétaires, peut-être pas 12, mais bon, il y avait un invité qui était Christophe Ondelat. Et puis, il y avait une contre-critique, je crois que j'étais la contre-critique. Et c'était vraiment très chouette. La conférence était assez divisée sur le point de savoir s'il fallait faire une Berrier en prison. Il y a certains qui considéraient qu'on était avocat et que la parole ludique, légère, n'avait pas sa place en prison et qu'on se dégradait à venir faire rire comme des battleurs d'estrade face à des gens qui sont enfermés et qu'on avait une image qui n'était pas bonne. Et d'autres qui, au contraire, disaient mais non, il faut y aller parce que ça fait partie de nos traditions et c'est aussi une façon de leur offrir une distraction pendant une après-midi. Et donc je sais que ça n'avait pas été absolument évident. Moi j'avais accepté d'y aller et c'était vraiment un super moment parce que les détenus, donc, ils avaient fait ça dans le gymnase de la maison d'arrêt, qui est un endroit un peu frisqué, hein, à tous égards d'ailleurs, et c'est très vaste, c'est un gymnase immense, et il y avait 30 personnes. Donc évidemment, il faut chauffer une salle aussi petite et aussi clairsemée, mais in fine, les détenus qui nous ont accueillis de façon extrêmement hostile, parce que l'avocat, c'est le baveux, c'est celui qui promet des choses qu'il ne tient pas. Enfin, on sait à quel point la réputation des avocats aussi est contestée par les clients. Mais donc, on arrive et je crois qu'on se fait un peu siffler. Et on part et ils ne nous laissent pas partir, tellement ils ont passé un bon moment. Et donc, rétrospectivement, c'est un super souvenir. C'est vraiment une très très belle Berrier. Christophe Ondelat avait été excellent, parce qu'il avait aussi pris du temps avec les détenus. Puis Christophe Ondelat, c'est la chronique judiciaire, donc il regarde ça évidemment de façon obsessionnelle dans les cellules. Et il avait été très gentil, il avait pris le temps évidemment de discuter avec eux. Et c'était vraiment un très bon moment, la Berrier prison. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Malheureusement, ça ne se fait plus. Mais ça, c'est l'initiative du quatrième qui, chaque année, le fait ou le fait pas. Peut-être que le quatrième nouveau le fera. Vous avez donc, lorsque vous êtes secrétaire de la conférence, aussi une activité d'urgence en tant Oui. qu'avocat. Et alors là, comment a été votre contact avec le prétoire? J'en avais eu aucun avant, puisque moi j'avais une activité purement écrite de collaborateur d'avocat à la Cour de cassation. J'ai fait au mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'était pas évident. J'ai fait mes premières assises, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais, avec mes camarades de promotion qui étaient plus pénalistes que moi. Donc on faisait des binômes, un pénaliste, un non pénaliste, pour se soutenir un peu. Si vous voulez, vous êtes jeté dans la piscine, vous apprenez à nager. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne dis pas que j'étais bon. Probablement, il y a des clients qui ont essuyé les plâtres. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai fait au mieux. Il doit y avoir quand même, la première fois qu'on entre dans une assise, une pression immense et un trac, mais un trac profond. Oui, oui. Alors effectivement, bon, j'étais
C'était les Assises Express. Alors ça, c'est un des grands atouts de la conférence, c'est de nous donner la possibilité de plaider beaucoup au pénal. Parce que, évidemment, dans l'avocature, il n'y a pas d'école. L'école, c'est de le faire. Et vraiment, ça nous donne beaucoup d'opportunités de le faire. Bien, mal, mais en tout cas fréquemment. Et donc, il y a les Assises Express notamment. Les Assises Express, c'est quand une personne comparaît devant la cour d'assises, qu'elle a un avocat au cours de l'instruction et que pour X ou Y raison, ils se séparent, l'avocat et le client, quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant l'ouverture de la session d'assises, et que donc un commis d'office va être désigné. Et là, il va être désigné parmi les 12 secrétaires en exercice. Et donc nous, on a eu avec mon confrère et ami Julien Dreyfus un client qui a donc démis son avocat quelques semaines avant de passer aux assises, et donc on l'a remplacé au pied levé. Donc il y avait déjà eu toute une instruction qui était faite. Donc on faisait, nous, l'audience, qui a duré 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Et oui, c'est une excitation, c'est une responsabilité. On est tout jeune, on ne connaît rien, on découvre. Et encore une fois, on est maladroit. Moi, je me souviens que j'ai totalement écrit ma plaidoirie, ce que je ne ferai plus jamais, plus personne ne fait ça. Mais j'ai essayé de faire au mieux avec ce que je savais de la parole à ce moment-là. J'ai étudié vraiment de façon très approfondie le dossier. Avec Julien, on a vraiment essayé de ne rien laisser. Voilà, c'était un grand moment. Il était acquitté. Bon, c'était un moment très très fort. J'oublierai jamais, hein. C'est un moment voilà, marquant dans une vie de tout jeune avocat. Finalement, vous n'avez pas continué dans la carrière pénale à proprement dite. Vous avez décidé de poursuivre Ah ouais, l'objectif je me d'être suis avocat posé au la conseil. question, évidemment, parce que c'était une découverte. J'ai découvert aussi la prison qui m'a révolté. J'ai découvert un monde dont j'ignorais tout. Moi, j'étais dans des quartiers honorables. Enfin, honorables, j'étais vraiment... J'ai manqué de rien. J'ai même pas eu à travailler pendant mes études. Enfin, vraiment, j'étais très choyé. Et cette violence de la cité, je la connaissais pas en réalité. Je me suis aperçu qu'on vivait chacun dans des silos. Et donc c'est de la misère, la violence, l'injustice, la justice de classe, enfin tout ça m'a révolté, frappé. J'ai vu des magistrats se comporter de façon absolument indigne avec des prévenus. Et donc ça m'a marqué. Je me suis posé la question de savoir si je voulais pas en fait faire ça. Malgré tout, j'avais déjà fait 3 ans chez des avocats à la Cour de cassation, j'avais quand même ce métier en tête, et quelques années après mon année de conférence, j'ai effectivement rebifurqué, je suis devenu avocat au conseil. Mais je fais toujours du droit pénal et de la procédure pénale, mais devant la Cour de cassation. C'est une autre façon de faire du droit pénal et de la procédure pénale. Et est-ce que vous pensez quand même que la parole peut être un moyen de justement lutter contre ces inégalités, que ce soit du côté de l'avocat ou même du côté des citoyens? Et comment lutter autrement que par la parole? Donc évidemment, la parole, elle sert à dénoncer, elle sert à changer le monde, elle sert à proposer, elle sert à vitupérer. Après, c'est le vote hein, qui change tout. Le grand acte démocratique, c'est le vote. Donc oui, à sa mesure, la parole est là pour restaurer la dignité de quelqu'un, pour faire en sorte qu'il soit jugé dans les règles qui nous surplombent et nous gouvernent, et que la justice ne soit pas la vengeance, que une personne ne soit pas réduite à son crime, enfin toutes sortes de choses très très banales, mais que les confrères font vivre au quotidien dans des prétoires anonymes. Enfin, c'est ça aussi la grande dignité des avocats, c'est que dans l'ombre, avec dévouement, avec opiniâtreté, ils font vivre cette parole qui est un rempart, parce que si on n'est pas là, bien à ce moment-là se déverse l'arbitraire. Donc voilà, on est là pour ça. Alors, nous, les avocats au conseil, c'est beaucoup plus lointain, parce que comme on ne plaide que la règle de droit, on n'a pas beaucoup accès au dossier. Il y a parfois des gens qui
que je défends, en réalité, je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'ils ont fait. Alors je le sais parce que ça m'intéresse, mais je pourrais les défendre sans savoir ce qu'ils ont fait, puisque de toute façon c'est une question procédurale, et qu'ils aient commis un abus de biens sociaux, un abus de confiance, un vol ou une escroquerie, ce serait la même chose. Donc voilà, nous on est un peu plus loin, donc on est un peu libéré aussi des contingences factuelles. C'est aussi assez agréable parce que ça nous donne une grande liberté finalement, puisque nous on plaide que le droit. Bah, finalement, le fait peut être absolument sordide. De toute façon, on est toujours là pour faire en sorte que la personne soit jugée selon les principes de droit. Oui, vous dites que vous reprenez les enfants des autres. Alors, je les reprends pas parce que c'est beaucoup, mais je les élève, oui. Enfin, je poursuis leur éducation. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de donner naissance à un procès. Enfin, je ne sais pas si cette Ouais. profession vous tente, mais les avocats de première instance, c'est eux qui ont les choix les plus difficiles à faire, parce que c'est eux qui vont engager une action. Ils vont choisir un fondement, ils vont choisir une juridiction, ils vont choisir un dispositif de leurs écritures. Après, nous, on est l'inspecteur des travaux finis, donc on arrive, et puis au dernier moment, on essaye de recalibrer les choses pour séparer le fait et le droit. Mais c'est vrai que ce sont eux qui ont donné naissance au procès, et nous, on l'achève. Parce qu'après, il n'y a plus que les juridictions internationales. Mais c'est une responsabilité aussi, parce qu'on est l'avocat de la dernière chance, mais malgré tout, il ne nous incombe pas tous les délais de saisine, des prescriptions, etc. Voilà, voilà, les avocats au conseil ont aussi cette chance-là, et c'est qu'ils sont dans la suite d'un procès qui a déjà été engagé. Et lorsque vous avez à plaider devant la Cour de cassation, Mmh. ce qui est assez rare, comment vous appréhendez l'exercice aujourd'hui? D'abord, je dois décider quand je plaide, Ouais. puisque devant la Cour de cassation, en réalité, par défaut, il n'y a pas d'audience. Par défaut, les écritures suffisent à présenter les arguments des parties, et donc l'audience, en quelque sorte, se résume à un délibéré des juges, sauf dans les formations solennelles, chambre mixte, assemblée plénière. Mais par principe, il n'y a pas d'audience. Donc il n'y a d'audience que si les avocats le sollicitent. Et donc, d'abord, mon premier travail, c'est de savoir dans quel dossier je vais plaider, dans quel dossier je ne vais pas plaider. Pourquoi est-ce que tel dossier me paraît justifier une intervention orale en plus de ce que j'ai pu écrire. Ça, c'est la première chose. Donc, je fais un tri en fonction de l'intérêt de l'affaire, de l'enjeu de l'affaire, des travaux préparatoires que je connais et qui me paraissent bons ou mauvais. Donc, il y a déjà la décision de plaider. Et puis après, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais au mieux pour être le plus explicite, le plus simple, le plus clair, le plus construit. Et j'écris des notes. Je les écris toujours la veille au soir, parce que l'audience à la Cour de cassation, majoritairement, est le matin. En tout cas, dans la chambre criminelle, c'est le mardi et le mercredi matin. Et j'aime bien dormir dessus, et qu'il n'y ait pas... En fait, j'ai du mal à faire autre chose. Ouais. Je m'y mets quand je sais que c'est la dernière chose que je fais dans la journée, et que le matin, je vais aller à l'audience directement. Donc, et j'aime pas que interfère entre la réétude du dossier et la plaidoirie un autre dossier. Après, ce qui est toujours amusant, et d'ailleurs Charpentier en parle, il dit, mais en fait, on a écrit il y a des mois sur ce dossier, puis on y revient parce que l'audience s'annonce, et on se dit, mais en fait, j'ai plus du tout la même vision, pourquoi j'ai écrit ça? Et de la même façon, vous préparez une plaidoirie, puis finalement, pour X ou Y raison, c'est renvoyé. Bah, vous pouvez reprendre vos notes de plaidoirie 2 mois après, et en fait, vous les jetez, parce qu'il faut les refaire. C'est vraiment il y a quelque chose de l'ordre de quasiment du rituel, c'est-à-dire qu'il faut que je le fasse la veille. Voilà, je dois reprendre le dossier, savoir aussi qu'est-ce que je soutiens, c'est-à-dire je ne peux pas tout soutenir, je ne peux pas être exhaustif, parce que la parole à la Cour de cassation est quand même très limitée dans le temps. Grosso modo, on plaide jamais plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc on plaide quelque part entre 10 et 20 minutes à la Cour de cassation. Et donc il faut aussi être capable de serrer, de sélectionner les éléments sur lesquels on veut insister. Et après, devant la Cour de cassation, enfin, c'est assez décevant si vous y alliez, la plaidoirie est extrêmement technique. Il n'y a pas d'effet de manche, ça n'aurait pas d'intérêt, ce serait même très incongru de s'emporter sur telle ou telle chose, puisqu'on plaide en droit. Donc c'est
extrêmement technique, on est avec des magistrats extrêmement expérimentés, et donc le débat est assez clinique et chirurgical, enfin, c'est pas le lieu du lyrisme. Donc, moi, j'essaye simplement voilà, de souligner tel ou tel point qui a été mal vu, me semble-t-il, dans les stades antérieurs de préparation de la décision, qui me paraît vraiment où je sens qu'il y a une hésitation possible, et j'essaye de faire valoir mes arguments. Et justement, de quelle manière ça impacte votre conception de la parole? Est-ce que vous pensez que la technicité, le fait que devoir plaider devant la Cour de cassation impose de devoir être très structuré, très clair, très précis, Mmh. impacte la manière dont vous concevez la parole elle-même? Non, mais d'abord, je suis pas sûr de concevoir la parole. Enfin, je fais mon métier. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, donc j'essaye d'être clair. J'essaye effectivement d'avoir un chemin, parce que ça, c'est quand même très important. Et j'essaye d'être intelligible. En fait, mon obsession, c'est vraiment que l'on me comprenne. Et que vraiment, mes explications soient à la fois pédagogiques et convaincantes. Parce que le but, c'est de leur expliquer et de les convaincre. Donc, il faut expliquer comment fonctionne, selon nous, tel mécanisme juridique et dans quel sens la décision doit aller. Mais oui, enfin, j'essaye d'être sobre, j'essaye d'être clair, euh, j'essaye d'être... J'essaie toujours de résumer, peut-être dans une formule ou quelque chose avec laquelle il pourrait partir. Puis après, de toute façon, on lira la décision. Il faut être très modeste. On ne sait pas du tout quelle part on a dans la décision qui sera prise in fine. Donc, comme on ne connaît pas le délibéré, on ne sait pas si on a gagné à cause de nous ou malgré nous. Et en tant que spectateur, est-ce qu'il y a une forme de parole qui, encore aujourd'hui, vous touche, vous impacte et que vous regardez avec attention? Bah, je regarde des paroles de confrères, d'avocats, parce qu'on se retrouve tous à l'audience ensemble. Donc voilà, je vois ce que font mes confrères. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses que j'aime moins. Voilà, il y a des plaideurs que je trouve vraiment très percutants et très vifs et très malins, d'autres que je trouve un petit peu plus poussifs. Après, est-ce que j'aime regarder des gens parler? Oui. YouTube recèle quand même des pépites extraordinaires, ça regorge d'orateurs, et donc on a là une mine de bibliothèque de gens qui parlent. Donc, enfin, j'y passe pas non plus mes soirées, mais je regarde de temps en temps des discours politiques, des discours, voilà, des films ou des moments de parole. Bon, voilà, je suis pas non plus une bibliothèque oratoire. Je suis pas du tout un bon client pour. Enfin, j'ai pas les références de toutes les plaidoiries de X, Y ou Z. Je suis pas un fan club. Et justement, dans les films, vous avez un conseil, quelque chose, un film qui vous a marqué vis-à-vis de la parole, quelque chose, un film que vous appréciez tout particulièrement? Alors, il y en a un qui est très drôle et qui est peut-être moins connu que ce qu'on s'attendrait, genre Le Président ou 12 hommes en colère. Bon, voilà. C'est 9 mois ferme. Dans 9 mois ferme, qui est un film avec Sandrine Kiberlin, il y a une plaidoirie à la toute fin que je vous invite à regarder parce qu'elle est vraiment extrêmement drôle. C'est Maître Trollos qui livre une plaidoirie à la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Et le film démarre dans la salle des pas perdus, donc qui n'est plus accessible maintenant pour plusieurs années. Et il s'achève, je crois que c'est la dernière scène ou l'une des dernières scènes dans la première chambre de la Cour. Et franchement, le comédien qui fait ça est absolument génial ici. Donc voilà, je vous invite à regarder Maître Trollos dans 9 mois ferme. J'ai regardé. Ah oui. Vous délaissez quand même un peu les concours d'éloquence et la parole à portée purement esthétique. Est-ce que c'est venu On se lasse de tout, non? Peut-être, je sais Je sais pas, il y a pas. des choses dont on se lasse pas. Sans doute. Oui, je les ai beaucoup fréquentés. Bon, C'est parti. c'est pas que c'est parti, mais enfin, je crois que j'en ai un peu épuisé les charmes aussi. Il faut laisser les jeunes faire, c'est comme une activité de jeunes, c'est une activité de quinquagénaire. Il faut être raisonnable à un moment. Vous allez plus juger de concours. Oh si, on me demande encore, donc je le fais, mais moins que par le passé. J'ai toujours plaisir. D'abord, j'ai plaisir parce qu'on rencontre des jeunes gens qui sont parfois talentueux, et puis on rencontre aussi des co-jurys
qui sont toujours des rencontres intéressantes, si on aime la parole. Et puis aussi, il faut encourager les jeunes gens qui organisent tout ça. Donc s'ils trouvent personne pour faire jury, c'est pas sympa pour eux. Donc comme ils font des efforts pour donner à des jeunes gens, des cadres, voilà, des occasions de prendre la parole, ils leur donnent des écrins. Parfois, on leur offre une belle salle d'audience pour prendre la parole quand on a 18, 19 ans, 20 ans, ou une belle salle de spectacle. Donc voilà, j'aime bien, mais en réalité, c'est pas ça qui me meut. Ce qui me meut, c'est de former. Ça, j'aime encore le faire. Juger, plus vraiment. Vous formez encore beaucoup? Ah oui. Ah oui, là, je redémarre demain. D'ailleurs, on vous attend à Eloquentia. Donc, je serai demain à Saint-Denis à 11h. Si vous n'y êtes pas, je vous appellerai. Et donc, oui, je reprends. Ça doit être la saison 14. Et donc, ça, oui, ça, c'est très, très important. Ça, c'est vraiment déterminant dans ma vie. Juger des concours d'éloquence, c'est pas du tout déterminant dans ma vie. Transmettre, ça c'est vraiment essentiel, de partager ce que je sais, de leur permettre de s'émanciper, de permettre de contribuer peut-être à ce qu'ils aient une meilleure image d'eux-mêmes, une meilleure confiance en eux. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc la transmission reste quelque chose qui a de la valeur à mes yeux. Mais parfois, vous dites quelque chose que je trouve un peu tragique. Vous dites, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment enseigner l'éloquence. Bah, oui, enfin, j'en sais rien. Je pense qu'on peut enseigner un certain nombre de règles. Il y a quand même, dans ce cas, un cadre. Et si Cicéron, Démosthène et d'autres ont posé des règles sur la prise de parole, on peut aussi en être les héritiers. Après, je vous dis, c'est comme si vous disiez, je vais lui enseigner le marathon. Bah oui, enfin, je courrai jamais le marathon en 2 heures. Hein. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous efforcer de m'enseigner le marathon. Oui, et on peut réussir à faire un marathon. Et mais on pas fera un forcément. marathon, mais pas en 2 heures. Pas en 2 heures. Voilà. Donc c'est pareil. Enseigner la prise de parole, c'est bien. Ça probablement permet à des gens d'ouvrir des portes, oui, de gagner en aisance. Après, c'est une pratique. Donc ça n'est qu'une pratique. C'est pas en lisant des livres de cuisine que vous deviendrez pâtissier. Donc il faut le faire, il faut rater. Il faut avoir un métier qui le permet. Enfin, c'est pas une fin en soi, hein, l'art oratoire non plus. C'est une façon de dire dans le monde ce qu'on pense. Mais oui, donc j'enseigne. Après, pour moi, enseigner la prise de parole en public, c'est plutôt l'occasion de rencontrer des gens. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'anciens élèves qui sont devenus mes amis. Et la relation que j'ai avec eux dépasse de très loin la question de l'art oratoire, qui était un prétexte. Donc voilà, je vois plutôt ça comme un prétexte. Après, si j'ai aidé des gens, tant mieux. En fait, j'en sais rien. Mais la plupart des élèves que j'ai eus, je n'en ai aucune nouvelle. Et c'est très bien ainsi. J'ai pas vocation à avoir des nouvelles. Je sais pas combien de personnes j'ai formées. Probablement plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et s'ils en conservent un bon souvenir, tant mieux. C'est tout. Je ne peux pas faire mieux. Et vous seriez pas devenu formateur en prise de parole à titre professionnel à temps plein? Jamais. Ah non. Bah non, parce que c'est pas un métier. Vous pensez? Bah non. Ça ne peut s'appuyer que sur une pratique. Vous pensez, c'est un mec qui serait prof de sport et qui ferait jamais de sport lui-même? Mais la formation en elle-même est déjà une pratique. La pédagogie. Je sais pas trop. Ouais. Moi, je pense que en tout cas, mon enseignement est directement en lien avec ma pratique. Si je pratiquais pas, quelle est la légitimité pour enseigner si on n'est pas un praticien? C'est compliqué. Alors on est un expert, mais bon, je sais pas. Enfin non, j'ai jamais pensé être formateur. Et puis j'aime bien enseigner, hein, mais d'abord, je suis pas sûr qu'il y ait un modèle économique autour de tout ça. Et puis je voulais pas faire ça à plein temps. J'aime bien enseigner, mais ce que j'aime, c'est défendre. Enfin, moi j'aime la parole dans les prétoires. Il se trouve que par ailleurs, j'enseigne, mais ce que j'aime, c'est la castagne à l'audience. Sinon, non. Alors après, oui, j'aide des gens qui me le demandent, ça je le fais. J'aide des hommes ou des femmes politiques. Bon, ça c'est rigolo.
mais c'est totalement annexe. Enfin, la parole, pour moi, c'est vraiment la parole de mon métier. Et je suis pas sûr que la parole puisse être en soi un métier. Et vous auriez pas aimé la dédier à la politique, justement? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que je suis beaucoup trop fragile pour ça. Faire de la politique, c'est aimer être détesté. Et moi, j'aime pas être détesté. Donc, j'ai pas vocation au masochisme. Et vraiment, je trouve que c'est un milieu très dur, très hypocrite, très violent. Et c'est trop dur pour moi. J'aurais pas aimé. C'est des gens, ils ont le cuir tellement tanné. Nous aussi, hein, les avocats. Mais les avocats, il y a toujours une distance. On parle pour quelqu'un, on gagne, on perd, c'est pour un autre. Là, les hommes politiques, ils sont en première ligne et ils se nourrissent de ça, hein, de cette haine qu'ils suscitent, de ce débat. C'est trop dur. C'est un milieu que je regarde, que j'observe, mais j'aurais jamais voulu en faire partie. Encore une fois, voilà, je dis pas ce que l'avenir me réserve et peut-être que, in fine, mais je crois pas. C'est un sport de combat trop violent. Ouais, c'est vraiment. Enfin, les hommes politiques aiment qu'on les déteste. Ah, vous pensez qu'ils aiment ça? Bah oui, en tout cas, ils vivent de l'antagonisme. Et donc, je trouve que c'est d'une violence personnelle, et puis ça vous bouffe complètement. Non, je n'aurais pas fait partie de ce milieu. On dit parfois que les avocats sont narcissiques. Oui. Et on voit parfois dans l'exercice de la plaidoirie une forme de désir de gloire. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou pas du tout? Franchement. Oui, enfin, oui, je pense que, évidemment, on fait ce métier, on a tous une part d'ego, hein, évidemment. Après, le degré de boursouflure est quand même assez variable. Je sais pas. Ce qui est toujours amusant, c'est de voir le rôle des caméras dans les salles d'audience, parce que maintenant, ils ont mis des caméras. Je crois que, j'y suis jamais allé, mais les confrères disent que ça induit parfois un comportement un peu biaisé, parce que les gens, ils plaident aussi pour la caméra, et pas seulement pour le procès en cours. Mais, alors, je vais vous dire, nous, devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation, on plaide, il n'y a personne. On plaide 9 fois sur 10, de toute façon, la décision, elle est déjà prise. On plaide sur des questions de droit extrêmement techniques. On n'est pas des vedettes de télé, hein. Donc, voilà. On a tous... on aime bien quand on est reconnu. Pas reconnu dans la rue, hein, mais quand quelqu'un vous dit c'était bien, on est content. Mais d'abord, c'est rare. Et en plus, c'est pas ce qui nous anime. On aime bien faire correctement notre métier. Mais enfin, dans l'audience, 9 fois sur 10, on est quand même assez rabroué plutôt par les magistrats. Je ne parle pas des magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui sont très respectueux, mais dans le rapport avocat-magistrat dans les juridictions de fond, le rapport est dur, il est conflictuel, il est parfois violent, brutal. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi nourrir une passion égotique dans tout ça. J'avais une question. Je lisais Cyrano l'autre jour, et à un moment, Christian dit « Il me faudrait de l'éloquence », et Cyrano répond « Je t'en prête ». Est-ce qu'on peut prêter de l'éloquence? Il va lui écrire, enfin il va lui écrire, il va lui dicter, il va lui faire dire des choses. Après, évidemment, le charme va se rompre. Puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Hein, donc c'est bien en réalité les mots qu'elle baise, mais sur cette lèvre où Roxane se leurre. Hein, elle est avec cette espèce de bruti de Christian, et puis finalement, effectivement, elle va l'embrasser parce qu'elle pense que c'est lui qui est l'auteur de ces mots, mais c'est en réalité, voilà, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc en réalité, pour le reste, non, c'est que les mots qui disent l'amour. Après, ce grand dadais de Christian apparaît beau, il a comme à tout.
Hein, rien. Voilà, donc c'est les mots, tout est dans les mots. Et la pauvre Roxane, évidemment, est fort déçue quand, au d'un moment, elle l'interroge et qu'il lui dit des banalités. Donc voilà, est-ce que ça se prête? Non, parce que c'est très vite éventé, parce que la parole, c'est la spontanéité, c'est l'échange, c'est l'instant. Et donc, si vous n'êtes pas capable de réagir dans le moment et que vous avez besoin de quelqu'un qui vous souffle, bah, c'est pas vous. Donc non, on ne peut pas prêter. Pas prêter, il faut avoir sur soi. Je suis d'accord, évidemment. Mais c'est vrai que la parole politique, notamment, est très marquée par ça, parce Ouais. qu'il y a des plumes, les discours sont déjà pré-rédigés, on sent qu'il y a un manque de spontanéité de la part de l'orateur. Pas toujours. Il y a des Toujours. débats, il y a des interpellations. Il y a aussi des moments où la parole est virulente. C'est intéressant d'ailleurs de voir le rapport entre la parole judiciaire et la parole politique. Hein. Comment est-ce que finalement la parole judiciaire, d'une certaine façon, est beaucoup plus respectueuse. Vous avez votre moment et pendant le temps que vous plaidez, personne ne vous interrompt. Alors que vous êtes à l'Assemblée nationale, on vous hurle dessus, on vous crie des nids, on vous invective, on vous crie des noms d'oiseaux. Et c'est très difficile. Donc je pense que la parole des hommes politiques, alors si elle est préparée, oui, elle peut l'être, mais c'est toujours pareil. Il faut, même si elle a été écrite par un autre, ce qui arrive et ce qui est normal d'ailleurs, il faut qu'elle soit appropriée, qu'on l'intègre en soi pour pouvoir la dire avec un minimum de naturel. Sinon, en réalité, vous êtes une sorte de ventriloque et c'est pas très intéressant, à qui on ferait dire de surcroît à peu près ce qu'on voudrait. Qu'est-ce que vous diriez aux professionnels de l'art oratoire, justement? Si jamais vous deviez leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que que je leur dise, je sais pas, mais qu'est-ce que vous appelez des professionnels de l'art oratoire? Des gens qui forment. Faites ça, mais faites pas que ça. Faites autre chose. Soyez journaliste, soyez chanteur, soyez comédien, soyez humoriste, soyez rappeur, soyez slammer, soyez recruteur, soyez ce que vous voulez. Mais sinon, vous allez vous dessécher. Voilà, je pense, hein, mais après, je sais pas. Voilà. Faites autre chose. Sinon, c'est un peu auto-centré. Enfin, voilà. Je me posais une question, je l'ai posée à Marc Benon aussi. Oula. Est-ce que parler d'éloquence permet de devenir plus éloquent? Ah. Lui, il considère que oui. Alors, j'aurais pas forcément cru. Et je pense que vous, vous pencheriez plutôt vers le non. C'est-à-dire que lui, il dit que parler d'éloquence permet d'être éloquent? Ah bah je suis d'accord avec lui. Ah oui. Bon, bien sûr, le discours sur l'éloquence est quand même un grand moment d'éloquence. Enfin, en tout cas, il peut l'être. C'est notre meilleur sujet. Bah, Ouais. évidemment, c'est un sujet infini, c'est un sujet riche, c'est un sujet qu'on connaît, par hypothèse, parce que si on nous interroge sur ce sujet, c'est qu'on a une expertise, en tout cas présumée, de cette question. Donc, évidemment, et Dieu sait que Marc a parlé de l'éloquence de façon infiniment éloquente, et il a illustré son propre sujet. Donc oui, bien sûr, il y a des morceaux de bravoure, je ne m'inclus pas du tout dedans, mais il y a des morceaux de bravoure sur l'art oratoire qui sont eux-mêmes des morceaux d'art oratoire. Donc bien sûr que oui. Eh bien, c'était ma dernière question. Eh ben, c'était ma dernière réponse alors. Parfait.